À présent, donc, dans le grand B, nous allons étudier les dépenses énergétiques et la satisfaction des besoins. En effet, notre organisme consomme de l'énergie, nos cellules, et donc, comme on consomme de l'énergie, il faut en rapporter vers nos cellules, et donc satisfaire nos besoins. Donc, quelles sont nos dépenses énergétiques et comment les compenser? C'est la problématique de ce grand B. Pour ça, nous avons fait une activité pratique. Quel va en être donc le bilan? Le voici. Il se retrouve donc dans un cours. Tout d'abord, le petit 1, quelles sont les dépenses énergétiques quotidiennes? Tout d'abord, nous allons étudier ce qu'est le métabolisme de base, dans le petit 1. Alors, en fait, le métabolisme de base correspond pour chaque individu à sa dépense énergétique minimale quotidienne. On dépense de l'énergie quotidiennement tous les jours, mais il y a un seuil de dépense d'énergie sous lequel on ne peut pas aller. Par exemple, lorsqu'on fait du sport ou quoi, on dépense beaucoup d'énergie. Le métabolisme de base correspondrait donc à la dépense minimale d'énergie, par exemple lorsqu'on est totalement au repos et qu'on ne fait rien, et bien pour autant notre corps consomme un peu d'énergie pour notamment le fonctionnement des organes vitaux. Alors les organes vitaux, c'est ce qui est indiqué, hein, le cœur, les muscles respiratoires, les reins, le cerveau, etc. En moyenne, on constate que le métabolisme de base est d'environ 6700 kJ par jour pour un individu. Cependant, ce métabolisme varie à la fois en fonction du sexe de l'individu et de l'âge, bien sûr de la consistance physique de la personne. Cela peut également influer. Alors, nous avons vu le métabolisme de base, maintenant nous allons voir ce qu'est le métabolisme global. En fait, le métabolisme global correspond aux dépenses énergétiques suivantes. Alors, je vais vous présenter un diagramme. Les valeurs données dans le diagramme sont en kilojoules. Donc, le métabolisme global, c'est tout d'abord le métabolisme de base. On a évalué tout à l'heure à 6700 kJ. Cependant, à cela se rajoute le travail musculaire, 2500 kJ environ, le travail digestif, 650 kJ environ, et la lutte contre le froid ou l'eau, et donc ce que l'on appelle la thermorégulation, 1050 kJ. En fait, au métabolisme de base de 6700 kJ se rajoute 4200 kJ par jour de dépenses énergétiques. Le métabolisme global, donc quotidien d'un individu, est d'environ, en moyenne, 10 900 kJ par jour. Toutes ces dépenses énergétiques quotidiennes créent des besoins qui doivent être exactement compensés par des apports alimentaires. Donc en somme, le métabolisme global correspondait à ce que fait un individu sans faire d'activité sportive ou autre. Le métabolisme global, c'est le métabolisme de base plus quelques apports énergétiques supplémentaires que nous avons vus à l'instant. Quelques définitions donc. Le métabolisme de base, on l'a dit tout à l'heure, c'est la dépense énergétique minimale d'un individu qui correspond au seul fonctionnement de ses organes vitaux, quand il ne fait rien d'autre. Métabolisme, eh bien, c'est la dépense énergétique de l'individu qui correspond à son métabolisme de base, bien sûr, puisqu'on ne peut pas le retirer, plus les autres dépenses énergétiques quotidiennes, comme le travail musculaire ou la digestion, sans faire d'effort pour autant. Ce n'est pas dans le cadre d'une activité sportive ou d'une activité intensive. Alors, petit 2 maintenant, nous avons vu la consommation énergétique. Il faut donc combler cette dépense d'énergie par un apport énergétique. Donc on va voir en petite satisfaction des besoins. Les aliments vont avoir plusieurs devenirs dans l'organisme. Soit ils vont être dégradés lors de la respiration cellulaire pour fournir l'énergie nécessaire à l'activité des cellules. Donc dans ce cas-là, on dégrade les aliments pour faire de l'énergie et donc permettre l'activité des cellules. Ou alors les aliments vont avoir un rôle bâtisseur, entretien pour synthétiser de nouvelles matières, ou aussi fonctionnel pour permettre la catalyse de réactions chimiques. Donc deux rôles, la dégradation pour faire de la matière pour faire de l'énergie, ou alors eh bien, on va utiliser ce que l'on consomme, ce que l'on mange, pour permettre l'élaboration de sa propre matière, synthèse de nouvelles matières ou le fonctionnement de ses cellules. Donc, une ration alimentaire doit apporter les éléments nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien de l'organisme. De plus, les apports alimentaires doivent être satisfaisants d'un point de vue qualitatif
et quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut manger suffisamment en quantité, mais également de façon sélectionnée, c'est-à-dire pas manger que d'un seul élément, mais en qualité, c'est-à-dire un peu de tout, selon les proportions que l'on va voir dans un instant. Mais avant, quelques définitions. Qu'est-ce que la synthèse? Qu'est-ce que veut dire le mot synthèse? Ça veut dire le mot fabriquer. Lorsqu'on dit on synthétise quelque chose, c'est qu'on fabrique quelque chose. Alors on a utilisé le mot catalyse, c'est-à-dire en fait augmenter la vitesse des réactions chimiques. On a également vu le terme de ration alimentaire. Et bien une ration alimentaire, c'est la composition de l'ensemble des repas d'une journée. Alors, qualitatif, c'est-à-dire qu'il doit être satisfaisant en qualité, c'est-à-dire le choix des éléments. Et quantitatif, c'est satisfaisant en quantité, ni trop peu, ni excessivement. On va d'abord voir donc l'aspect quantitatif. Les apports alimentaires doivent être exactement compensés par les pertes énergétiques quotidiennes. En somme, on dépense de l'énergie, il faut apporter cette énergie en aliments de manière à équilibrer. Si on en apporte trop, eh bien, il y a une surcharge. Si on n'en a pas assez, les dépenses sont supérieures aux apports. Il va y avoir des problèmes que l'on verra ultérieurement. L'énergie peut être apportée par n'importe quel nutriment organique. Cependant, eh bien, il y a deux catégories d'aliments énergétiques. Ce sont, d'une part, et principalement les glucides, d'autre part, les lipides que le corps est capable de transformer en glucides lorsque le besoin se fait sentir. Les protéines, elles, ont un rôle bâtisseur, d'accord? Ce sont des aliments bâtisseurs qui sont utilisés pour l'entretien et le fonctionnement des cellules. Normalement, on ne doit pas consommer les protéines pour faire de l'énergie. Si cela arrive, c'est qu'on est en déficit énergétique, qu'on n'a pas assez de glucides ni de lipides. C'est le cas lors d'anorexie par exemple, où l'apport est tellement faible que le corps, pour maintenir d'un point de vue énergétique en vie les organes vitaux et permettre le fonctionnement du corps, va commencer à consommer, à dégrader les protéines pour faire de l'énergie. Mais ça, c'est qu'en cas d'alerte, lorsqu'il y a vraiment un gros manque d'énergie. Les aliments énergétiques, ce sont les glucides et les lipides. Les protéines, c'est des aliments bâtisseurs. Donc, des définitions. Un aliment énergétique, c'est une substance nutritive qui est dégradée pour fournir de l'énergie aux cellules. Un aliment bâtisseur, c'est une substance nutritive qui n'est pas dégradée, mais qui est utilisée pour la construction de nouvelles matières. On a vu l'aspect quantitatif, voyons maintenant l'aspect qualitatif. Les apports alimentaires doivent être variés. Première règle. Pour respecter la qualité alimentaire et donc des apports alimentaires variés, on peut utiliser une règle qui s'appelle la règle 4-2-1 GPL, qui consiste à manger au cours de chaque repas 4 portions glucidiques, alors une du groupe 4, une du groupe 5 et une du groupe 6, ça on avait vu sur une diapo d'avant. Je me permets de faire un petit rappel. Donc un aliment du groupe 4, une portion du groupe 4, le groupe 4 ce sont les féculents et les céréales, le pain et les légumes verts. Les légumes secs, les légumes verts. En somme, c'est des sucres lents, sous forme entre autres d'amidon. Ensuite, une portion du groupe 5. Le groupe 5, c'est les légumes et fruits crus, qui sont riches en vitamines C et en sels minéraux. Et également une portion du groupe 6, qui sont des légumes et fruits cuits, qui sont riches en sels minéraux et vitamines. D'accord? Lorsqu'on fait par exemple une printanière de légumes, ça fait partie du groupe 6. Donc 4 portions glucidiques, une du groupe 4, du groupe 5 et du groupe 6. Ensuite, 2 portions protidiques, une du groupe 1 et l'autre du groupe 2. Donc le groupe 1, je fais un rappel, ce sont les viandes, poissons, œufs qui sont riches en protéines, d'accord, mais également le groupe 2, avec les produits laitiers et le lait, qui sont riches en calcium et vitamine B. Une portion lipidique du groupe 3. Alors le groupe 3, ce sont les matières grasses qui sont riches en lipides, l'huile, le beurre, donc une seule portion. Donc en respectant cette règle, eh bien cela apporte tous les éléments nécessaires à l'organisme. En conclusion, si les apports qualitatifs et quantitatifs sont respectés, la ration
alimentaire quotidienne est dite équilibrée. Pour avoir une alimentation équilibrée, en fait, il faut tout d'abord manger de tout en quantité modérée, un peu de tout, selon la règle qu'on a établie tout à l'heure, et surtout ne pas sauter de repas. Sinon, cela crée un déséquilibre. De même, on ne saute pas de repas, mais on ne mange pas entre les repas. Donc il ne faut pas grignoter. C'est cela qui permet d'avoir une alimentation équilibrée. Définition des termes que nous avons vus, alimentation équilibrée. Alimentation respecte les apports qualitatifs et quantitatifs.